Bonsoir. Alors, comme vous le voyez dans l'intitulé de cette conférence, mais c'est plutôt un récit et un flashback auquel je vous convie qu'une conférence. Comme vous le voyez donc dans cet intitulé, Apollo 8, c'est de la Terre à la Lune. C'est le premier voyage qui a été réalisé par des êtres humains entre la Terre et la Lune. Les deux corps célestes sont séparés par environ 380 000 km. Et en 1968, on va fêter les 50 ans dans quelques semaines, puisque c'était au mois de décembre 1968, pour la première fois, 3 astronautes embarqués dans ce vaisseau que vous voyez, pour aller faire le tour de la Lune et voir la face cachée de la Lune. Alors, de la Terre à la Lune, c'est évidemment un roman. C'est un roman qui est paru en 1865. Ici, vous voyez l'obus de Jules Verne, puisque l'auteur, c'est Jules Verne, vous le savez tous, évidemment. Et il y a quand même quelques similitudes avec ce voyage imaginé en 1865, donc 103 ans avant que la NASA tente d'envoyer des hommes autour de la Lune. Et la première des similitudes, c'est que les astronautes de l'époque de Jules Verne, ils étaient trois passagers, Impey Barbicane, Michel Ardan et le capitaine Nicholl, qu'on voit ici embarqués. Et par comparaison, on a 3 hommes qui vont partir dans Apollo 8, qui s'appellent Frank Borman, Gene Lovell et Bill Anders. Il y a aussi une autre similitude, c'est le lieu de lancement. Là, on voit le lancement, une illustration du lancement de l'obus de Jules Verne vers la Lune. Le lieu qui avait été choisi par Jules Verne, c'était la Floride. Et l'endroit d'où partira la fusée Saturne V d'Apollo 8, c'est aussi la Floride. Alors, on peut se dire que c'est le hasard, mais pas tout à fait. Déjà, Jules Verne avait tenu compte un petit peu des lois de la gravitation. Et on sait que plus on s'approche de l'équateur, plus on bénéficie d'une fronde, puisque la Terre tourne plus vite à l'équateur qu'à des latitudes moyennes. Et donc, ça fait toujours ça de vitesse et d'économiser pour envoyer un vaisseau, puisqu'il faut atteindre une vitesse de 11 km par seconde pour s'échapper à la Terre. Mais regardez ces 2 images. On voit à gauche le canon qui propulse l'obus vers la Lune. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même une inversion énorme. C'est que dans Apollo 8, c'est le canon qui décolle, en fait. Si vous regardez, il y avait 2 moyens d'atteindre cette vitesse, mais effectivement, les passagers de l'obus de Jules Verne auraient été réduits en bouillie par une accélération brutale nécessaire à partir. Alors que là, la fusée Saturne V s'envole quand même de manière progressive, même si on le verra plus tard. Il y a des jets, c'est-à-dire une force qui est imposée aux astronautes. Alors, le but, dans ces 2 cas, c'est le contournement de la Lune, c'est voir la face cachée. J'ai choisi Apollo 8 en premier chapitre de mon livre. C'est un faux premier chapitre, j'aurais voulu appeler ça un prologue, parce que je me suis attaché dans mon livre à raconter l'exploration de la Lune par les astronautes. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la Lune? Et évidemment, Apollo 8 ne va pas déposer des astronautes sur la Lune, mais pour moi, c'était le premier acte d'exploration humaine. Parce que pour la première fois, même si des satellites avaient tourné autour de la Lune, même s'ils avaient photographié la face cachée de la Lune, pour la première fois, des humains allaient faire ce voyage-là, le voir de leurs yeux, prendre des photos, on en parlera tout à l'heure, et nous le rapporter cette impression, ce qu'ils ont vu à d'autres humains, et l'exploration, c'est ça. Donc pour moi, Apollo 8, c'est le premier acte d'exploration. J'ajoute au passage que Jim Lovell, l'un des 3 astronautes d'Apollo 8, avec qui j'ai eu la chance d'échanger un petit peu, m'a dit que, bien entendu, il avait lu De la Terre à la Lune et qu'il proposera plus tard, pas pour sa mission, mais plus tard, d'appeler le module de commande de la mission Apollo 11, Columbiad, qui était le nom de l'obus de Jules Verne. En fait, ça s'appellera Columbia sans le D à la fin. Ça sera retenu. Alors, un peu de contexte maintenant. Nous sommes en 1968. Ici, c'est une couverture du magazine Time qui est
j'arrive plus très bien à le lire, je ne sais pas si c'est septembre ou décembre 1968, c'est la course pour la Lune. Je vous le fais rapidement parce que vous connaissez tout ça par cœur. La course à la Lune a été engagée en 1961 par le président américain John Fitzgerald Kennedy. À cette époque-là, les Russes avaient envoyé le premier Spoutnik autour de la Lune, autour de la Terre. Ils avaient envoyé la chienne Laika, premier être vivant. Et évidemment, il y avait eu Yuri Gagarin, le premier cosmonaute à faire le tour de la Terre. Ça en était trop. Donc le président Kennedy lance un pari à sa nation et dit on va faire mieux. On va aller sur la Lune avant la fin de la décennie, c'est-à-dire avant 1970. Mais au moment où Apollo 8 se prépare, les Russes ont ça. Ça, c'est une fusée Proton. Vous pouvez toujours en voir décoller aujourd'hui, donc c'est du matériel qui est éprouvé. Et à bord de cette fusée, ils ont mis un vaisseau qui ressemble à ça. Pour ceux qui connaissent un peu l'astronautique russe, c'est un Soyouz auquel il manque le compartiment orbital. Vous voyez ici, en fait, les astronautes sont là au lancement et au retour sur Terre. Cette partie-là, ce sont des moteurs, de l'énergie qui leur permettent de vivre. Et normalement, ici, il y a un module sphérique qui est le compartiment orbital sur les Soyouz. Alors là, ça s'appelle zonde, enfin, on l'appelait comme ça. Et ce Soyouz allégé peut être lancé par la fusée que vous avez derrière pour aller faire le contournement de la Lune. Et le 2 mars 1968, donc au printemps, déjà un contournement est réussi par le vaisseau Zone 4 et il n'y a personne à bord. Mais les Américains commencent à se faire un petit peu peur parce qu'ils écoutent avec leurs antennes les communications avec ce vaisseau-là et ils entendent 2 cosmonautes qui racontent un peu leur voyage. Et en réalité, ces cosmonautes sont restés à terre, mais ils utilisent la chaîne de communication de zonde pour la tester. Et ils font depuis la Terre des essais de communication avec la Terre en passant par le vaisseau. Donc, petit coup de flip, comme on dirait aujourd'hui, les Américains se disent on va encore être battus. Donc, zone 4, première alerte pour les Américains. Et ensuite, ça continuera. Là, on voit un vaisseau zonde au retour dans la mer, enfin dans l'océan, ça devait être dans l'océan Pacifique. Au mois de septembre, il y aura un autre vaisseau zonde qui s'appelle Zone 5 et qui, lui, emportera des petits êtres vivants, des tortues, des insectes, qui seront quand même les premiers êtres vivants à faire le tour de la Lune. Donc, ça chauffe un peu pour les Américains. En plus, il y a des satellites espions qui photographient une fusée géante, aussi géante que la fusée Saturne V dont je vais vous parler, et qui est évidemment une fusée lunaire. Alors c'est la N1, c'est une fusée qui a été conçue par les Russes, qui ne marchera jamais, qui prendra beaucoup de retard, mais quand même l'alerte est chaude. J'ajoute que, pour faire une parenthèse côté russe, au moment où Zone 4 a réussi, au moment où Zone 5 a réussi, donc en septembre 1968, il y a des cosmonautes russes qui s'entraînent pour aller sur la Lune. Le chef de ces cosmonautes, enfin le leader de ces cosmonautes, c'est Alexei Leonov. Il est connu parce que ça a été le premier à sortir en scaphandre dans l'espace en 1965, je crois, ou 64. Et donc, lui, il est vraiment chaud bouillant pour y aller. Et il pousse à la roue pour que le prochain vaisseau, Zone 6, qui est prévu pour début décembre, pour qu'il embarque à bord avec un de ses équipiers et qu'ils soient les premiers, encore une fois, à être autour de la Lune et à battre les Américains. Alors les ingénieurs russes sont un peu timorés, quand même ces essais-là, même s'ils ont l'air réussis, il y a toujours des petites erreurs, des petites failles qui font que soit le vaisseau ne tombe pas au bon endroit, par exemple celui-là qui est dans la mer, c'est pas tout à fait le bon endroit pour le récupérer, il aurait dû tomber dans la steppe, donc il y a des petits soucis, il y a eu des dépressurisations, des choses comme ça, et en fait on lui refuse de partir à bord, et Zone 6 est envoyée en décembre et revient, mais c'est un échec, il y a une dépressurisation et je crois que le parachute ne s'ouvre pas, donc le vaisseau s'écrase. Donc si les Russes avaient embarqué, ils seraient morts. Alors côté NASA, les choses avancent bien, mais on a des problèmes avec, avec ce qu'on pourrait appeler un être bien singulier, c'est l'araignée. C'est le LEM, le module lunaire. Ça,
c'est une photo qui a été prise lors de la mission Apollo 9 en 1969. Le module lunaire, c'est juste un vaisseau typiquement spatial, c'est-à-dire il n'est pas fait pour quitter l'atmosphère terrestre et aller dans l'espace puis revenir. Il ne peut ni partir de la Terre ni revenir sur Terre. Il est fait pour fonctionner uniquement dans le vide de l'espace et il sert seulement à transporter 2 astronautes de l'orbite lunaire jusqu'à la surface et à les ramener en orbite lunaire. Là, on voit le module lunaire tel qu'il doit se présenter. Il se trouve là. Il est collé à cette capsule conique qu'on va appeler le module de commande. C'est là où les 3 astronautes font le voyage. Et ici, tout ça, c'est la partie moteur, énergie, réserve d'oxygène, etc. Ce module lunaire, eh bien, il a eu un développement chaotique. Il a été confié à une société qui s'appelle Grumman, qui faisait pas mal d'avions pour l'armée, mais qui essuie les plâtres. Et donc, au mois de mars 1968, on voit bien que ce vaisseau-là, il a des problèmes. Ça ne marche pas, le développement. Ici, j'ai un gros plan sur l'arrière du module lunaire. J'ai choisi cette photo exprès, elle a l'air un peu technique comme ça, parce que l'un des problèmes du module lunaire à ce moment-là, c'est les câblages électriques. Et vous comprenez qu'il y en a beaucoup. Et que donc, si ça ne marche pas, ça va vraiment être une catastrophe. Donc, ce module n'est pas prêt à voler. Et à ce moment-là, voilà, on voit encore ce module qui était prévu pour Apollo 8, qui devait être testé à haute altitude. À ce moment-là, cette personne, qui s'appelle George Low, qui est un haut responsable de la NASA, a une idée. Il dit, puisque le module n'est pas prêt, puisque les Russes semblent avoir des fusées qui commencent à faire le tour de la Lune, on va envoyer des astronautes autour de la Lune sans module lunaire. Alors, il prend cette décision au mois d'août 1968. Il est tout seul à cogiter comme ça à la NASA. L'administrateur de la NASA se trouve à ce moment-là en voyage en Europe. Il est en Autriche. Il lui envoie un télégramme en lui proposant ça. Tout de suite, il y a une conversation téléphonique. On le prend pour un fou. On lui dit « mais c'est n'importe quoi, on n'a jamais fait ça ». Et puis finalement, l'idée fait son chemin. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup d'avantages à cette opération. C'est qu'au lieu de rester bloqué en attendant que le module lunaire soit prêt, on va quand même pouvoir tester la trajectoire, savoir comment on navigue entre les 2 corps célestes, malgré tout. On va quand même apprendre des choses en orbite lunaire, parce que l'orbite lunaire, elle n'est pas très stable. Il y a des masses différentes sur la Lune qui perturbent la trajectoire des vaisseaux. Donc on va apprendre, on va cartographier ça. On va aussi avoir l'occasion de faire des photos pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir un jour se poser. Donc on fait avancer les choses. Et on décide d'intervertir les missions. On se dit le module lunaire sera pour la mission suivante. Alors le plan de vol, est assez simple finalement. Il s'agit de décoller de la Terre. Alors là, ça forme une espèce de 8 comme ça. Il y a 2 options qui s'offrent à George Low. Au départ, il imagine simplement un contournement de la Lune. C'est-à-dire on envoie le vaisseau sur cette trajectoire-là, comme ça. Et par la gravitation, peut-être avec un petit coup de moteur au passage, on va se laisser capturer par la Lune, faire le tour de la Lune et puis revenir simplement vers la Terre sans aller en orbite. C'est une option qui est assez peu risquée, puisqu'il n'y a pas de manœuvre à faire, il n'y a pas de moteur à allumer, mais qui est assez simple. Alors, dans sa réflexion, il évolue, il dit non, finalement, si tout se passe bien lors d'Apollo 7, qui doit avoir lieu au mois d'octobre 1968, peut-être qu'on peut carrément tenter de se satelliser autour de la Lune. Donc ce sera la mission Apollo 8. Et vous voyez cette espèce de 8, alors il n'est pas véritable ce 8 là, comme ça, de la trajectoire, parce qu'entre-temps la Lune bouge, etc. Mais c'est comme ça qu'on le représente. Et le patch de la mission qui sera dessiné fait lui aussi un 8. Alors, cette mission, elle est quand même malgré tout risquée. Parce que je vous ai mis là donc l'équipage, qui est composé de... Oui, si je me tire dessus avec le laser, ça ne va pas le faire. De Frank Borman ici, de Jim Lovell et de Bill Anders. Bon,
Borman et Lovell ont déjà fait des vols Gemini, c'est des vétérans. Anders, c'est son premier vol. Donc, ces 3 personnes-là vont devoir s'embarquer dans cette fusée-là, qui est en arrière-plan, qui est la Saturn V, et qui, à ce moment-là, n'a volé que 2 fois. Une fois en 1967 et l'autre fois en 1968. Et donc, le premier vol s'est plutôt bien passé. C'est une fusée gigantesque pour l'échelle. Vous voyez les 3 astronautes qui sont là. Leur taille véritable, c'est ça, là, ici, par rapport à la fusée. Donc, cette fusée est gigantesque. Le deuxième vol se passe assez mal. D'ailleurs, le 2e et 3e étage ne fonctionnent pas bien. Il y a des vibrations. Je ne rentre pas dans ces détails-là, mais il y a des vibrations qui font arrêter plusieurs moteurs. L'unique moteur du 3e étage qui doit pouvoir s'allumer plusieurs fois pour aller vers la Lune ne s'allume plus. Donc la mission est quasiment... ça ne marche pas, en fait. Voilà. Donc c'est après cet échec-là, enfin cet échec réussi, puisque la fusée n'a pas explosé, tout ça s'est bien passé, qu'on décide d'envoyer quand même des hommes dans cette fusée-là. Aujourd'hui, quand on veut envoyer des humains dans une fusée, il faut qu'elle soit certifiée pour le vol humain, qu'elle ait un taux de fiabilité supérieur à 95%, qui s'approche des 99%. Et on voit que ça marche bien aussi, y compris dernièrement, il y a un Soyouz qui a échoué à envoyer des astronautes vers l'ISS. Bon, le système de sauvetage fonctionne. C'est quand même relativement sûr, même si c'est toujours dangereux. Là, cette fusée a volé 2 fois, dont une fois c'est catastrophique, et on va mettre des gens dedans. Je vous ai mis le vaisseau que vous avez déjà vu, mais avec écorché, donc la partie verte, qui est le module de service, qui sert avec les réservoirs. Et là, il y a un moteur qui va servir, qu'on appelle le SPS, qui va servir à satelliser tout ça autour de la Lune et aussi à repartir vers la Terre. Bon, jusqu'au mois d'octobre 1968, on ne sait pas trop, on l'a déjà testé comme ça a plutôt bien marché. Mais jusqu'au mois d'octobre 1968, aucun équipage n'est allé à bord. Alors ce sera le cas avec Apollo 7, ça se passera très bien. Mais quand même, tout repose sur ce moteur unique, le SPS, qui, s'il ne s'allume pas, va faire que les astronautes, en fonction de la trajectoire qui va être choisie, risquent de ne pas pouvoir revenir sur Terre et donc de se perdre dans l'espace. S'il fonctionne trop, ils risquent de s'écraser sur la Lune. Et aussi, même si Apollo, c'est un progrès par rapport à Gemini, les 3 hommes vont quand même vivre au moins 6 jours dans un espace très confiné. On voit ici l'espace très confiné. Il y a quand même un endroit où on peut se mettre qui est un espace à équipement inférieur. C'est d'ailleurs de là qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo. Donc il y a un 4e passager, là, c'est ça l'entraînement. Mais on voit qu'ils sont quand même serrés comme un peu des sardines dans une boîte. Et ils peuvent un peu bouger, mais pas énormément. Alors le grand jour arrive. Ce grand jour, c'est le 21 décembre 1968. Les Russes n'ont pas bougé, donc ils ont leur mission Zone 6 a bien contourné la Lune, mais a échoué à revenir correctement dans l'atmosphère terrestre. L'équipage est réveillé très tôt. Et il y a aussi un équipage de réserve, pour la petite histoire. Tous les équipages sont doublés. Et là, vous avez en photo l'équipage principal ici, en haut, et l'équipage de réserve. Et au moment où l'équipage principal met ses scaphandres, donc tout le monde est réveillé à 2h36 du matin. Ça, c'est assez marrant parce que la NASA a comme ça une grille, c'est timé à la minute près. 2h36 du matin, pourquoi pas 30 ou 40 ou 45, donc 36, c'est très bien. Donc c'est à la minute près. Donc pendant qu'ils ont pris leur petit déjeuner, ils sont là en train de s'habiller. Il y a un des membres d'équipage de réserve, et c'est celui-là, c'est Neil Armstrong. Donc Neil Armstrong va lui aller sur la fusée qu'on voit en arrière-plan. Il va monter dans la capsule et il va s'installer aux commandes, tout simplement pour... il y a tout un tas de boutons sur le tableau de bord. Il faut qu'il les mette dans les bonnes positions pour qu'au moment du décollage, il n'y ait pas quelque chose qui soit déconnecté. Enfin, il doit vérifier que tout fonctionne. Donc il passe une bonne heure là-dedans. Donc avant que l'équipage d'Apollo 8 contourne la Lune, il y a eu un passager qui s'appelle Neil Armstrong, qui est allé à bord, et puis qui est sorti, et qui leur a laissé la place, qui leur a préparé, en quelque sorte, le voyage.
Alors, comme les héros de Jules Verne, on dit au revoir à la Terre. Et c'est marrant parce que Jim Lovell m'a raconté qu'au moment où, c'est pas un de ces moments-là, mais au moment où ils passent sur une passerelle qui se trouve à 100 mètres de haut pratiquement, et ils arrivent dans cette pièce-là, il s'est dit, oh mon Dieu, la NASA est vraiment en train de parler sérieusement de nous envoyer vers la Lune. Là, il a réalisé qu'ils allaient vraiment... Parce que j'essayais de lui poser des questions, je dis, mais ça vous faisait quoi? Et il m'a dit ça. Il m'a dit, vraiment, là, ça devient sérieux. Vraiment, ils vont le faire. Il a pris conscience de l'enjeu. Et il a pris conscience parce que... je vais vous montrer on va vous lancer le décollage. Comme ça, je vais parler en même temps. Donc ça, c'est les images du décollage à l'époque telles que retransmises par une des chaînes de télévision américaines. Et il faut savoir que cette fusée Saturne V, on a vu la taille des astronautes, elle fait quand même 111 mètres de haut, elle pèse près de 3000 tonnes au décollage, c'est une puissance inouïe. Voilà le décollage d'Apollo 8, avec les images de l'époque. Et Jim Lovell, toujours lui, qui a déjà volé sur les missions Gemini, racontait que cette fusée gigantesque comme ça, en fait, elle était plus souple, plus douce que les fusées Titan II qui propulsaient les Gemini. Parce que les Titan II, c'était des fusées plus petites, mais la capsule Gemini aussi était plus petite. Et donc ça démarrait à fond, ils étaient collés vraiment contre le siège. Là, je vous ai mis à côté un petit graphique, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Là, on voit les G, et donc on voit que ça augmente. Je crois qu'en haut, on est à 4G, tout en haut là, de cette barre. Donc ça dépasse jamais 3G,8 ou quelque chose comme ça. Donc lui, il disait, quand on est monté, c'est les premiers à expérimenter la sensation de cette fusée géante. Ils disent, c'était plus souple. C'est allé beaucoup plus tranquille finalement. Alors si vous regardez, certains d'entre vous ont peut-être vu le film First Man, qui raconte l'histoire de Neil Armstrong. Eh bien, on voit quand même que ça bouge beaucoup. Alors il y a eu des vibrations, mais c'était dans une phase plus ultérieure du vol, mais ça n'est jamais arrivé comme ça. Frank Borman, qui est le commandant et qui est quelqu'un de très précautionneux, a quand même la main sur la manette pour avorter la mission, pour être éjecté au cas où ça se passerait mal. Et il avait une peur, c'est que les vibrations justement lui fassent déclencher la manette involontairement. Mais ça n'est pas le cas, tout se passe bien. Alors là, vous voyez ici, il y a un petit creux dans les G, tout d'un coup ça s'arrête. Je crois que c'est parce qu'à un moment donné, peu avant la séparation du premier étage, il y a 5 moteurs. Le moteur central s'arrête et ça continue sur les 4 moteurs suivants. Et ensuite, vous voyez que ça s'arrête. Là, il y a un moment où les astronautes, ça retombe, ils sont à 0 G. Quand le moteur est coupé, ils sont projetés en avant. Et puis quand le moteur s'allume, ils sont de nouveau reprojetés en arrière et l'ascension reprend. Là, on va voir, c'est quand même les images extraordinaires, on va voir la séparation du premier étage. C'était déjà beau en 1968, on voyait ça très bien. Et donc cette fusée Saturne V, finalement, on s'aperçoit que après son deuxième vol assez catastrophique, eh bien, elle marche très très bien. Tout a été remis à plat par les techniciens, les histoires de vibrations, voilà la séparation du premier étage. Et voilà Saturne V qui continue vers l'orbite terrestre d'abord, et ensuite vers la Lune. Donc passons. Il y a très peu de photos d'Apollo 8 en orbite terrestre. Il passe une orbite et demie autour de la Terre, à vérifier. Frank Borman, qui est toujours quelqu'un qui vraiment veut que tout se passe bien, veut être sûr avant de se lancer vers la Lune que tout fonctionne bien à bord. Il check bien la capsule et il y a très peu de photos. Je crois que ça, c'est la seule depuis l'orbite et je ne suis même pas sûr qu'elle n'ait pas été prise une fois que le vaisseau, le troisième étage, s'est rallumé parce que la courbure de la Terre me paraît quand même bien importante. Mais en tout cas, c'est peut-être la photo la plus proche de la Terre prise par Apollo 8. Là, on voit la Floride, où il faisait beau. Il faisait très beau ce matin-là de décembre 1968. Et là, je crois qu'on voit un peu l'île de Cuba. En tout cas, il me semble que c'est ça. Donc, les astronautes voient ça. Ils dépassent l'altitude record
je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était de l'ordre de 6000 km qui avait été atteinte par un équipage de mission Gemini avec Pete Conrad qui était le... Oui, c'est ça. Voilà, 1300. Donc il dépasse... Bravo, merci. On ne peut pas tout savoir. Mais je savais que je trouverais ici des gens pour pallier à mes manques. Donc tout ça, ça se passe très bien. On voit ici le 3e étage qui est séparé. Et normalement, ici, doit se trouver le module lunaire. On voit ici, ça doit être là. Et il doit s'amarrer au module de commande pour aller sur la Lune. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de module lunaire. Donc on a mis une masse, cette espèce de cercle-là, c'est de masse équivalente au module lunaire pour quand même simuler les conditions de lancement vers la Lune. Et puis le voyage se passe très bien. Voici, ils sont les premiers à photographier et à voir la Terre depuis 33 000 km, et puis ainsi de suite, jusqu'à 10 fois plus loin. Et il se passe un petit incident, je vous le raconte rapidement, à bord. 18 heures après le lancement, Frank Borman se réveille de sa période de repos. Et en fait, il est malade, il commence à vomir, à avoir des diarrhées. Et tout ça se met à voler comme des blobs, enfin, vous voyez, des espèces d'amibes que les autres essaient d'attraper pour éviter que ça aille sur les instruments. Et je ne vous dis pas la puanteur qu'il y a à bord. Les astronautes vont garder ça jusqu'à leur arrivée, et quand les hommes grenouilles vont ouvrir, comme il n'y a pas moyen d'ouvrir la fenêtre avant de revenir sur Terre, les hommes grenouilles qui les récupéreront dans le Pacifique auront quand même un moment très difficile à l'ouverture de l'écoutille. Bon, eux vont s'habituer progressivement. Il est très malade. Il croit qu'il a un virus fulgurant. En réalité, on saura plus tard qu'il a le mal de l'espace, et ça tient au fait que finalement, dans la capsule Apollo, contrairement à Gemini, on peut se balader un peu, malgré tout, même si c'est exigu. Et donc, quand on se balade, les astronautes expérimentent pour la première fois le fait d'être désorientés et d'avoir ce qu'on appelle le mal de l'espace. Enfin, c'est une sorte de mal des transports adapté à l'espace. Donc, au départ, Frank Borman ne veut rien dire. C'est le commandant. Il ne veut surtout pas qu'à cause de lui, on décide à Houston d'allumer le moteur pour faire demi-tour et pour renvoyer le vaisseau vers la Terre. Donc, quand même, Bill Anders lui dit, mais il arrive à le convaincre, il va falloir quand même le dire. Et donc, ils ont une espèce de moyen où ils enregistrent des messages vocaux, parce que sinon, tout s'entend. Tout le monde suit ça en direct à la télévision. Donc, s'il est obligé de raconter tout ça, ça pose problème. Donc, il lui suggère d'enregistrer une bande sonore qu'ils envoient par la télémétrie. Et donc, le docteur, le médecin de la mission, entend et comprend ce qui se passe. Mais de toute façon, quand il reçoit le message, ils ont pratiquement franchi le point de non-retour. Donc, on va continuer. Le Toubib dit, OK, on va continuer. Mais en fait, avait-il un autre choix? Puisque de toute manière, ils étaient déjà bien engagés sur le chemin de la Lune. Alors, Apollo 8, il y a aussi... Alors qu'on s'approche de la Lune, il y a aussi une première transmission télévisée en direct. C'est pas fameux, hein, mais c'est 1968, c'est en noir et blanc. Et là, on voit vraiment l'exiguïté. Donc ici, vous avez les sièges. Alors ça doit être le siège de Borman, de Lovell, qui se trouve, lui, par là, penché vers l'avant. Là, c'est le commandant de bord. Et puis le troisième qui est à côté, c'est Anders. Donc on voit le dos de Lovell. Et je vous ai mis ça à côté pour essayer de comprendre. Vous voyez les couchettes où on se trouve à peu près dans la même position. Là, la capsule a été coupée en deux. Et on voit qu'il y a un endroit où on peut se poster comme ça pour observer, par exemple, au télescope. Et puis, Lovell, c'est la personne qui est chargée à bord de la navigation. Donc, il y a un petit télescope qui permet de se repérer aux étoiles, d'affiner la trajectoire du vaisseau. Et alors là, on fait visiter le vaisseau. Alors, c'est quand même assez rapide parce qu'il n'y a pas un espace délirant. Là, on va voir, il passe la caméra par-dessous les sièges. On ne comprend pas très bien parce que c'est complètement à l'envers. Vous avez Lovell qui est là, il va redresser là. Mais c'est la première fois que dans la mission Apollo... non, je crois que c'est pas la première fois, puisque Apollo 7 l'avait fait aussi. Mais c'est la première fois qu'on fait un direct entre la Terre et la Lune.
au cours de ce direct, les astronautes vont aussi mettre la caméra au hublot pour essayer de montrer la Terre aux terriens. Et en fait, bon, il y a des réglages de contraste qui feront que ce sera une image toute blanche, on ne verra rien, on ne comprendra rien. Donc ils vont arrêter ça. Et ils vont essayer de trouver une solution. Et plus tard, quand ils seront autour de la Lune, ils referont un essai avec un filtre, cette fois, ou un diaphragme avec un autre réglage, et ça marchera un peu mieux. Donc là, oui, voilà, on voit Lovell qui est devant son télescope qui est là. Ça, c'est l'endroit, c'est une espèce de périscope. Enfin, télescope. Je sais que je m'adresse à des gens qui savent ce que c'est qu'un télescope ici. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez voir là-haut. C'est quand même juste un petit instrument d'optique qui est fixe par rapport à la capsule. Alors, quand même, on s'approche de la Lune. Et que vont-ils voir de la Lune? Eh bien, là, je vous ai trouvé une phase de la Lune qui est identique à celle qu'elle était au moment du lancement. 2 jours après la pleine Lune, la nouvelle Lune, pardon. Donc, vous voyez, c'est un fin croissant. Et les missions Apollo vont arriver sur la Lune par ce côté. Donc, quand Lovell regarde la Lune, il voit le fin croissant. Alors, il trouve qu'elle est un peu bleutée. Alors, peut-être que c'est dû au fait que le Soleil n'est pas très loin, qu'il y a des reflets dans l'optique. Mais surtout, ce que les astronautes vont voir, c'est rien, en fait. Et là, j'ai discuté avec Bill Anders, qui m'a dit, quand on a commencé à amorcer le tour de la Lune par ce côté-là, bon, là, vous voyez, il y a la partie sombre de la Lune, on la voit un peu. C'est le clair de terre, la fameuse lumière cendrée que vous connaissez tous. Mais de ce côté-là, il y a un côté où la Lune n'est pas éclairée par le Soleil, elle n'est pas non plus éclairée par le clair de terre. Et à ce moment-là, quand les astronautes regardent par le hublot, il faut comprendre qu'ils arrivent à reculons pour que leur moteur les freine au moment voulu. Donc, ce n'est pas très bien orienté pour voir quoi que ce soit. Mais quand ils regardent par le hublot, ils voient tout d'un coup, alors sur le ciel, Lovell dit on voit des milliers d'étoiles d'un seul coup. Quand on regarde vers la Lune, ils font confiance à leurs instruments. C'est-à-dire qu'ils arrivent en aveugle, comme des sous-mariniers. Ils ne voient pas la Lune au hublot comme les héros de Jules Verne. Ils ne voient absolument rien. Et Anders dit c'est un grand trou noir. C'est-à-dire qu'en fait, ces astronautes-là, vous avez sans doute des conférences qui vous ont parlé des trous noirs. S'ils avaient été en orbite autour d'un trou noir, ils auraient vu la même chose que ce qu'ils ont vu en arrivant autour de la Lune à ce moment-là, à peu près. C'est-à-dire, c'était assez frappant pour eux, c'était une absence totale de lumière. C'était leur premier contact physique avec la Lune. C'était plus une masse qu'ils sentaient, une masse sombre ou une absence de lumière totale qu'autre chose. Et alors, le vaisseau commence à amorcer son tour de la Lune. Il est attiré par la Lune, donc sa trajectoire s'infléchit naturellement. Bien sûr, il y a un moment où ils devront allumer le moteur pour faire la satellisation. Mais avant ça, ils arrivent au terminateur, mais côté face cachée, à l'endroit où le jour se lève sur la Lune. Et il faut savoir que sur Apollo 8, il y avait eu un petit problème avec les hublots. Ils étaient totalement opaques, en fait. C'est ballot, parce que c'était quand même les premiers qui devaient aller voir la Lune. Et il y avait quand même 3 hublots sur 5 où on voyait pratiquement rien à travers. Il y avait un problème au moment où la tour de sauvetage s'était éjectée. Il y avait un film ou un joint qui avait fondu et qui maculait complètement ces hublots. Il y en avait quand même quelques-uns où on voyait à travers. Et donc Bill Anders est sur son siège et il regarde vers la masse sombre de la Lune et tout d'un coup, il voit ce qu'il décrit comme un film d'huile qui semble couler sur le pare-brise. C'est quelque chose d'assez bizarre. Et en fait, il croit que c'est cette substance-là, en réalité, c'est la lumière des monts lunaires qui traversent. Et il refait la focalisation de ses yeux et il découvre le paysage lunaire comme ça. J'ai choisi cette photo-là, qui a été prise plus tard, mais c'est au cours d'Apollo 8, où on voit ce que ça peut donner, les premiers monts ou bouts de cratères lunaires qui sont éclairés par le Soleil. Alors là, il s'écrit « Oh mon Dieu !» Et Borman, qui est toujours quelqu'un de très inquiet, il dit quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? En fait, non, il dit c'est fantastique, on voit la Lune, etc. Donc il commence à s'exciter. Lovell aussi, ils sont quand même bon public, mais ne le serait-on pas à leur place?
Et Borman leur dit à ce moment-là, bon les gars, vous allez la voir, la Lune, on va y rester 20 heures autour. Maintenant, vous vous mettez dans vos sangles, vous vous concentrez parce qu'on va allumer le moteur. Il doit marcher pendant 4 minutes, le seul moteur. S'il ne marche pas, eh bien, on va être sur une trajectoire de retour vers la Terre, mais quand même, ce n'est pas une trajectoire idéale. On n'est pas sûr de récupérer la bonne trajectoire pour arriver sur la Terre. En gros, on risque de se perdre dans l'espace. Si le moteur s'allume et propulse pendant trop longtemps, on va se retrouver sur une trajectoire de collision avec la Lune, on va s'écraser sur la Lune. Donc il faut qu'il dure 4 minutes, je crois que c'est 4 minutes et quelques secondes précisément. Et donc le moteur s'allume pendant que ce paysage-là défile sous les yeux des astronautes. Et il s'allume à l'heure dite, il fonctionne très bien. Et les astronautes trouvent le temps long. Vraiment, ils sont quand même un peu inquiets. C'est les 4 minutes les plus longues de notre vie. Mais tout se passe très bien. Et à l'arrivée, alors ça, c'est pas Apollo 8, parce qu'il aurait fallu que quelqu'un sorte pour prendre la photo. Hein. Je crois que c'est la mission Apollo 15. Le vaisseau tourne autour de la Lune avec l'arrière, donc, qui a freiné le vaisseau vers le sens de la marche, et la capsule qui est là, en position arrière, en fait. Et donc, la première chose qu'on va demander aux astronautes quand ils récupèrent la liaison avec la Terre, puisque quand on est de l'autre côté, il n'y a plus aucune liaison, il n'y a pas de satellite pour communiquer, c'est bon, alors c'était comment la Lune? Et vous voyez cette image, Bill Anders, il dit oui, c'est des trous dans des trous plus grands. Lovell dit oui, on dirait du plâtre de Paris, c'est des tonnes de gris. Et franchement, la première description, alors que tout le monde attend qu'ils décrivent la Lune comme quelque chose d'extraordinaire, c'est quand même assez décevant. Bill Anders me dira plus tard que c'était même ennuyeux. Alors, je crois que le gars était un peu déçu parce que au départ, Bill Anders devait être pilote de module lunaire et se poser sur la Lune. Et j'ai quand même senti dans ses propos un regret éternel, on va dire. C'est que quand on lui a sucré le module lunaire sur Apollo 8, il est devenu un simple passager chargé de faire des photos. Et donc il a perdu son tour. Il pouvait peut-être être dans la première mission qui se poserait sur la Lune, et il a perdu cette chance-là. Il est devenu un possible pilote de module de commande, c'est-à-dire qu'il aurait refait un voyage vers la Lune. C'était d'ailleurs prévu. Il était dans les rotations d'équipage sur une mission ultérieure pour être le pilote du module de commande, c'est-à-dire celui qui reste en orbite et qui ne se pose pas sur la Lune. Donc je pense que le côté ennuyeux, il y a quand même une petite rancœur là, dans tout ça. Alors Lovell raconte que c'est la face cachée, il y a des trous partout. Et ils ne reconnaissent absolument rien. Il y a certes des cartes qui existent. Le seul truc qu'ils reconnaissent, c'est ça. C'est le cratère Tsiolkovsky, qui est un gros cratère qui est rempli d'une lave sombre. Mais tout le reste, ils photographient un petit peu au hasard. Et là, illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez ces deux photos brumeuses de la face cachée. Ben, elles sont brumeuses parce qu'elles sont prises à travers les hublots qui étaient maculés de ce joint qui avait fondu et qui avait fait une surface sur la Lune. Alors, pendant 4 orbites, le vaisseau avance comme ça à reculons. Et le fait qu'il avance à reculons, on circularise l'orbite, etc. Il y a encore des manœuvres à faire. C'est pour ça qu'il reste dans cette position-là. Le fait qu'il avance à reculons, les astronautes ne voient jamais ça. Ils tournent le dos à cette scène-là. À la fin, au moment de la 4e orbite, Frank Borman oriente le vaisseau comme ça, c'est-à-dire, ça c'est une mission ultérieure, je crois que c'est Apollo 17 ou Apollo 15, le module de commande vers le bas pour que les hublots soient bien orientés et pour qu'on puisse photographier correctement la Lune par tous les hublots en même temps. Et ça change beaucoup parce que quand cette orbite est terminée, là c'est une reconstitution qui a été faite avec des données, c'est assez extraordinaire. C'était il y a 5 ans, avec des données de LRO, qui est la sonde qui explore la Lune en ce moment. Donc, on a ici reconstitué ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment où la 4e orbite fait que le vaisseau redevient en communication avec la Terre. À ce moment-là, il est orienté comme ça, verticalement, et Borman commence à faire une rotation, on le voit sur ces photos.
les photos qui sont plaquées sur le modèle de 3D, c'est les photos effectivement prises par un appareil photo monté sur l'un des hublots qui tire un peu en automatique toutes les 20 secondes. Voilà, on voit le cratère Tsiolkovsky en bas, la capsule comme ça tirée vers le bas, et on voit le mouvement de rotation et les photos qui se font. En même temps, Bill Anders est sur sa fenêtre, un gros hublot à gauche, à gauche, non à droite, pardon, et il fait des photos avec un objectif de 250 mm, d'ailleurs pour lequel il s'était battu, parce que Borman ne voulait pas le trouver trop gros, ça risquait de casser les choses. Et tout d'un coup, Anders voit ça pour la première fois. Oh my God! Il voit une tache de couleur qui émerge. Ça, c'est vraiment un refait. C'est la première fois que des humains voient la Terre se lever. Donc, il est avec un film noir et blanc. Il tire une première photo comme ça. C'est la première photo du lever de Terre prise par un humain. Et là, il demande à Lovell de lui envoyer un film couleur qui se dépêche. Lovell est toujours dans la case à équipement en bas, là. Donc voilà, vous voyez le dialogue. Il dit de se dépêcher parce que comme le vaisseau tourne sur lui-même, la Terre commence à partir de son hublot et il ne va plus pouvoir la voir. Donc ensuite, elle rentre à ce moment-là. Là, ça va être expliqué par cette reconstitution qui est vraiment géniale. Voilà, la Terre disparaît de ce hublot-là et apparaît dans ces deux hublots. Donc il suffit de changer de hublot et avec l'appareil photo de tirer. Et donc voilà, Lovell lui dit je l'ai là de nouveau. Et là, il prend cette photo-là. Clic. Cette photo, vous la connaissez tous. Au retour sur Terre, elle fera la une de tous les journaux. C'est le lever de Terre sur la Lune. Et c'est aussi peut-être la première photo qui réveille une conscience écologique, bizarrement. Des astronautes ont déjà vu la Terre d'en haut, ils l'ont vue d'assez loin, mais là, ils la voient en contraste avec un monde qui est complètement désolé. Vous avez en bas la Lune, qui est un monde tout à fait hostile. C'est un champ de bataille rempli de cratères, comme le dit Bill Anders. Et en haut, vous avez la Terre qui est bleue et sur laquelle il y a toute l'humanité qui est photographiée. Voilà, je vous remets la première photo prise en noir et blanc. Vous voyez que la Terre n'est pas encore complètement levée. Pour la petite histoire, l'Europe est là, juste derrière l'horizon. Et voilà la photo historique. Alors, cette photo-là, elle fera dire aux trois astronautes, je crois qu'ils ont ce qu'on appelle aujourd'hui des éléments de langage finalement. Ils vont dire tous la même chose. Quand on les interroge, ils ont le même discours. Ils vont dire on a fait tout ce chemin pour explorer la Lune et ce qu'on a découvert, c'est la Terre. Et Jim Lovell ira même plus loin, il dira que le principal apport de cette mission Apollo 8, c'était pas de trouver un site d'atterrissage comme ici, la mer de la Tranquillité, qui est photographiée abondamment. C'était pas ça. C'était pas de photographier la face cachée de la Lune, qui finalement, c'est du plâtre de Paris assez ennuyeux, on l'a bien compris. Ce qui était important, c'est de prendre conscience qu'en fait, on vit tous sur un vaisseau spatial qui a l'air tout petit dans l'immensité de l'espace et qu'il faut en prendre soin, évidemment. Voilà, ça c'est une photo qui a été prise ultérieurement dans la mission et du coup ils ont essayé de refaire le même exploit, mais ces photos-là ne vont pas être aussi réussies que la première. Bizarrement, Bill Anders dit moi c'est pas une très bonne photo. D'ailleurs, je vous donne un petit scoop. Enfin, vous l'avez vu, c'est écrit sur tous les écrans. On a consacré un dossier dans Ciel Espace, le prochain qui va arriver dans quelques jours à Apollo 8, que j'ai rédigé. Et Bill Anders, que j'ai interviewé, raconte que sa photo, elle n'était pas super au point, le focus n'était pas très bien et tout ça. Mais c'est quand même une photo historique. Elle est très réussie au point de vue cadrage. Elle montre quand même il y a quelque chose qui se passe. La deuxième, il en prend une deuxième, mais elle est moins bien cadrée et ça marche moins bien. Donc celle-là sera jamais retenue. Mais le principal apport d'Apollo 8, c'est cette photo de la Terre. Et aussi, il faut savoir que 1968 était quand même une année un peu horrible aux États-Unis.
Il y a eu des assassinats, il y a eu politique, il y avait la guerre du Vietnam qui s'embourbait. Et quand les astronautes vont revenir sur Terre, Frank Borman recevra des tonnes de télégrammes. Alors il en ouvrira quelques-uns. Et parmi eux, il y aura celui-là qui n'est pas signé. C'est Apollo 8, vous avez sauvé 1968, parce que c'était quand même une bouffée d'air, même si ça venait de l'espace où il n'y a pas d'air, une bouffée d'air dans ce contexte-là. Ouais, bon, ça, on va passer. Voilà, j'ai terminé. Je crois que je n'ai même pas pris le temps qui m'était imparti. Mais je vous signale que la face cachée de la Lune, vous n'allez pas pouvoir la voir. Mais ce que vous pourrez voir au cours de cette année 2019, qui va commencer bientôt quand même, ce que vous pourrez voir, c'est toujours la face visible de la Lune. Vous pourrez la voir dans des télescopes. Et il y a une journée, le 12 et 13 juillet, qui sera organisée, auquel l'AFA participe d'ailleurs, qui sera organisée à travers le monde aussi, qui invite les gens à sortir leur télescope dans la rue. C'est un peu comme la fête de la musique, sauf qu'au lieu de sortir votre instrument, vous allez sortir, oui, votre instrument, mais d'astronomie, et montrer la Lune aux autres. Et on sait très bien que même si les astronautes d'Apollo 8 ont été déçus par la surface lunaire, quand vous montrez la Lune à quelqu'un dans un télescope, ça fait un effet renversant. Il y a un relief tel que ça peut même susciter des vocations. Donc voilà, je vous invite à vous tenir au courant de cette initiative. Et puis évidemment, je serai très heureux de vous signer, de vous dédicacer quelques-uns de mes ouvrages que j'ai passé 2 ans et demi à écrire et qui ont, enfin pas à écrire parce que l'écriture c'est pas ce qui me prend le plus de temps, mais à documenter cette histoire des hommes qui sont allés autour de la Lune et qui se sont posés sur la Lune et qui ont marché sur la Lune. Ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont marché, ils sont tombés, ils ont foré, ils ont roulé, ils ont eu un accident de voiture, ils ont fait des marches arrière sans rétroviseur, ils ont fait plein de choses. Il y a des choses qui n'ont pas marché, ils ont été capables de réparer tout ça. Ils se sont marrés, ils ont fait des choses un peu de gamins, ils ont essayé de faire du saut en hauteur, ils ont failli se tuer à cause de ça. Tout y est, c'est une véritable exploration. Et quand j'ai eu l'idée, quand on m'a suggéré l'idée de faire ce livre, parce que je ne l'ai pas eu tout seul, pendant longtemps, j'ai cru que tout avait été dit sur cette histoire. Et en fait, je me suis rendu compte, ce qui m'a décidé, 50 ans après, quand même, il fallait y croire, c'est que finalement, ces expéditions-là, ce qui s'est passé sur la Lune, et il s'en est passé des choses, croyez-moi, ça n'a jamais été vraiment raconté sous forme de récit. C'est donc ce que j'ai voulu faire. J'espère que ça vous plaira, et je vous remercie de votre attention.